Ma colocataire a vraiment tenté de me faire cuire vivante. Dès notre installation, Olivia m'a jeté ce regard, comme si j'étais un moustique dont elle devait absolument se débarrasser. Tout a démarré par l'intrusion dans ma chambre les soirs où elle rentrait ivre, occupant les lieux pour ses petites affaires. Ensuite, elle a laissé traîner un sandwich à moitié mangé dans mon tiroir, histoire de voir de la moisissure se développer. Dernière trouvaille, elle a déglingué les réglages du chauffage, histoire que je me retrouve la seule sans eau chaude dans la douche. Et à chaque fois, elle trouvait le moyen de me faire douter, de se défendre avec aplomb, comme si elle n'y était pour rien. Il y a peu, elle m'a proposé de tester le sauna de la salle de sport où elle bosse, après la fermeture. Ces temps-ci, j'étais à cran. Alors j'ai dit oui. C'était agréable, relaxant même. J'ai laissé mes pensées dériver, à profiter de la chaleur sans arrière-pensée. Puis il a fallu sortir. J'attrape la poignée. Rien. Je tire de toutes mes forces. Mais la porte en bois massif ne bouge pas d'un poil. Le thermomètre électronique affiche 44 degrés Celsius, ce qui me semblait parfait pour les 20 minutes prévues, mais plus du tout quand on se retrouve enfermé. Le gymnase est vide. Nul besoin d'espérer qu'on m'entende frapper pour appeler au secours. Olivia, la seule à savoir où je me trouvais, avait pris soin de s'éclipser une fois que je suis entrée, me lançant vaguement « Tu n'as qu'à claquer la porte en partant ». J'ai tenté de tambouriner contre la petite fenêtre, priant pour un miracle. Mais tout était plongé dans le noir. Seuls quelques voyants de secours diffusaient une lumière morne dans le couloir désert. C'est à ce moment que la résistance s'est remise à grésiller, et j'ai senti la température repartir à la hausse. Les pierres dans le coin viraient au rouge, irradiant encore plus de chaleur, le bois de la cabine lui-même commençant à chauffer. Il faisait maintenant 49 degrés, je ruisselais, la panique se greffant à la surchauffe, me donnant l'impression de fondre de l'intérieur. J'ai tenté de me raisonner, de me répéter que quelqu'un finirait bien par ouvrir, mais les portes ne devaient se rouvrir qu'à 6 heures du matin, et il n'était encore que 22 heures. Tenir 8 heures ici, impensable. J'ai observé plus attentivement la porte, et là, l'angoisse m'a foudroyée. Le loquet avait disparu. Il ne restait que des trous de vis à l'emplacement du pêne. Impossible d'ouvrir de l'intérieur. Tout avait été prévu pour piéger délibérément la personne à l'intérieur. 53 degrés. J'ai cherché à qui cela pouvait profiter, et, sans surprise, Olivia fouillait déjà mon esprit. Mais enfin, aller jusque-là pour se débarrasser d'une coloc, j'ai pris le seau en bois pour cogner de toutes mes forces sur la porte, mais tout restait étouffé dans cette enceinte parfaitement isolée. Les parois en cèdre, idéales pour garder la chaleur, me transformaient en prisonnière. Mon téléphone, lui, attendait sagement dans le casier, donc aucun espoir de demander de l'aide. 57 degrés. Ma tête commençait à tourner, j'ai tenté de m'asseoir plus bas, sur le banc censé être moins brûlant. Ce n'était qu'une illusion. Ma peau me paraissait à vif, j'ai vidé jusqu'à la dernière goutte de ma gourde sur mes cheveux, sans réel soulagement. La résistance ne s'arrêtait jamais. Les pierres devenaient quasi incandescentes. À ce moment-là, j'ai compris que quelqu'un avait trafiqué le thermostat aussi. La machine allait chauffer au maximum, ou tomberait en panne, mais impossible de savoir lequel arriverait en premier. 61 degrés. Je sentais mes idées s'embrouiller. Respirer brûlait littéralement mes poumons. J'ai essayé de donner un violent coup de pied dans la porte. Rien à faire, le bois n'a pas bronché, fait pour survivre à tout. J'ai cru apercevoir une ombre par la toute petite vitre, mais en y collant mon visage, il n'y avait personne, juste mon reflet déformé par la sueur. Ma vision se troublait, et je savais ce que signifiait un coup de chaleur. Quand le corps ne transpire plus, que tout lâche un à un. J'ai fini recroquevillé dans le coin opposé à la résistance, sans autre issue alors que la température ne cessait d'augmenter. 64 degrés. J'essayais désespérément de garder les yeux ouverts. Je repassais en boucle l'attitude d'Olivia, sa façon de me proposer le sauna, de disparaître pile au bon moment. J'ai fini par m'effondrer sur le sol brûlant, incapable de tenir debout, tandis que le thermomètre grimpait encore. 67, 69. La barre fatidique était à 90 degrés. À ce rythme, j'y arriverais bien avant l'aube. À travers mes yeux embués, je devinais les résistances qui brillaient comme des braises rouges. J'ai tenté une dernière fois de ramper jusqu'à la porte, mais mes bras refusaient tout service, trahis par un corps qui flanchait minute après minute. Mes paupières se fermaient toutes seules. Je me suis dit que le lendemain matin, on me retrouverait, qu'Olivia jouerait la surprise et la consternation. Les derniers sons parvenus jusqu'à moi furent le crépitement de la résistance, la chaleur qui augmentait encore, et puis, quelque part dans le vestiaire, le bruit de pas, soit une chance inespérée, soit la main mise sur mon sort. Ces pas dans le couloir m'ont tiré de ce demi-coma. J'ai frappé la petite vitre avec ce qui me restait d'énergie. Une silhouette s'est arrêtée. J'ai tenté de faire du bruit. Un râle, un souffle rauque à peine perceptible à travers le verre épais. Je ne voyais plus que cette ombre, ma main plaquée contre la fenêtre, dernier réflexe pour survivre. L'ombre s'est approchée, et j'ai vu le visage effaré, les yeux écarquillés.
Alia. Elle a secoué la poignée de l'extérieur. J'essayais de suivre la scène malgré ma vue brouillée, la voyant tirer de toutes ses forces, passant de l'étonnement à la panique. Elle s'est collée à la vitre, a dit quelque chose que le bourdonnement dans mes oreilles m'empêchait d'entendre. Téléphone en main, j'ai perçu quelques mots étouffés. Coincé. Ne respire plus. Dépêchez-vous. Elle s'est précipitée vers son chariot de ménage et j'ai senti ma main glisser le long de la vitre, incapable de la retenir plus longtemps. La chaleur continuait sa progression, 70 degrés s'affichaient au thermomètre. Je me suis dit, résignée, c'est la fin. Elle appelait à l'aide, mais au fond de moi, je savais que je ne tiendrais pas jusqu'à l'arrivée des secours. Elle est revenue avec un pied de biche et l'a glissé dans l'encadrement, s'acharnant sur le mécanisme bloqué en y mettant toute sa force. Le bois a gémi, puis elle a recommencé, les muscles tendus sous sa chemise de travail, jusqu'à ce qu'un craquement sec annonce que quelque chose avait lâché. En un instant, la chaleur a déferlé dans le vestiaire jusqu'à leurs frais et je me suis effondrée sur le carrelage, submergée par un choc thermique fulgurant. Mon corps est passé du brûlant au glacé. Je tremblais de la tête aux pieds, la peau moite collée à la céramique glacée tandis que je luttais pour retrouver mon souffle, enfin délivrée de cette brûlure dans mes poumons, mais secouée de spasmes incontrôlables. Alia m'a aussitôt entouré la tête et le cou de serviette froide, tout en débitant à toute vitesse des informations au téléphone avec la régulatrice. Elle répétait que j'étais rouge écarlate, à peine réactive, et elle suppliait qu'on se dépêche. J'ai perçu au loin les sirènes commencer à se rapprocher. Puis elle a appliqué une autre serviette glacée sur mon front, ses gestes maladroits de précipitation et de douceur mêlée. L'eau froide était à la fois un supplice et un soulagement. Mon corps épuisé ne parvenait pas à encaisser ce changement brutal de température. Dans un souffle, j'ai réussi à articuler un « merci ». Elle a posé une main ferme sur mon épaule en murmurant « Ne bouge pas, l'aide arrive ». Les ambulanciers ont déboulé, m'ont installé sur un brancard. Pendant que l'un vérifiait ma température, l'autre me posait une perfusion. J'ai marmonné quelque chose à propos du verrou disparu. L'un des secouristes a échangé un regard lourd de sous-entendu avec son collègue, le genre de regard qui laisse deviner que la situation est loin d'être anodine. Ils m'ont enveloppé dans des couvertures spéciales qui accentuaient l'étrange contraste avec ma peau brûlante, et je me suis laissée porter, à peine consciente, tandis que le plafond défilait en taches de lumière au-dessus de moi. On m'a demandé mon nom, puis la date du jour, auquel je n'étais même plus sûre de pouvoir répondre. Dans l'ambulance, j'errais entre conscience et absence, bercée par les voix mesurées de l'équipe qui échangeait sur mes constantes, ajustant calmement le protocole de refroidissement. Entre deux réveils, les mots d'Olivia tournaient en boucle dans ma tête. Sa façon désinvolte de me proposer le sauna, la rencontre prévue, le conseil de juste refermer la porte derrière moi en partant. Même à demi consciente, les pièces du puzzle s'emboîtaient. Elle savait que je serais seule, savait que la salle de sport était vide, elle était partie tout en sachant parfaitement où j'étais et que je ne pourrais pas sortir. Aux urgences, on m'a aussitôt prise en charge. Les infirmières ont lancé une réhydratation intensive, m'ont branché au moniteur cardiaque et à l'oxygène. Un médecin est venu m'expliquer les risques d'un coup de chaleur, insuffisance rénale, œdème cérébral, complications cardiaques. Il insistait sur la nécessité de m'observer toute la nuit pour vérifier que mes organes tenaient le choc. J'ai acquiescé sans force, résignée à les laisser faire tant j'étais vidée, à peine capable de réaliser à quel danger j'avais échappé. On m'a prélevé du sang, examiné les pupilles, demandé si je me sentais confuse ou nauséeuse. J'ai répondu comme je pouvais, bercée par le bruit lancinant des machines. Vers 3 heures du matin, un policier est venu recueillir mon témoignage. J'ai raconté l'invitation d'Olivia, la porte bloquée, le mécanisme du verrou disparu. Il prenait tout en note, me demandait de préciser les horaires, de répéter certains détails. Lorsque j'ai évoqué le verrou déposé, ne laissant que les trous de vis, il a visiblement souligné quelque chose dans ses notes. Il m'a assuré qu'un enquêteur prendrait le relais le lendemain matin et m'a conseillé de me reposer. J'ai dit qu'Alia m'avait trouvé. Il a hoché la tête, précisant que son appel au 18 avait permis de faire consigner la scène et de sécuriser le sauna comme preuve. Avant l'aube, j'ai écrit à Célestine, la seule en qui j'avais une confiance absolue. Mes mains tremblaient, tandis que je lui annonçais, maladroitement, que j'étais hospitalisée et que je ne me sentais pas assez en sécurité pour rentrer chez moi. Sa réponse est tombée dans la seconde. Elle arrivait immédiatement et voulait savoir à quel hôpital j'étais. Ce soulagement immense, de n'être plus seule, m'a fait pleurer pour la première fois depuis l'accident. Les larmes ont coulé alors que je fixais son message. Elle ajoutait qu'elle s'habillait et serait là dans 21 minutes, qu'il ne fallait surtout pas que je m'inquiète. J'ai envoyé un bref message à Olivia, lui disant simplement que j'étais à l'hôpital à cause du sauna. Sa réponse n'a pas traîné, trop prompte d'ailleurs, pleine d'émojis effarés et de questions du genre « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Cette sollicitude surjouée m'a soulevé le cœur. Je savais bien qu'elle vérifiait le résultat de son piège, ou préparait déjà un alibi en vue des questions à venir. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre le matelas,
Mes mains tremblaient encore, mais cette fois c'était de colère, plus que de peur. Tout était de sa faute, elle avait soigneusement tout orchestré. Et quelque part à ce moment précis, elle était sans doute assise tranquillement, feignant de s'inquiéter alors qu'elle savait exactement ce qu'elle avait fait. Une médecin en blouse bleue est passée vers 7 heures avec une tablette où s'affichaient mes résultats. Elle s'est installée près de moi et m'a expliqué que mes reins avaient souffert, mais que les perfusions commençaient déjà à rétablir l'équilibre. « Tu te sens désorientée ? Tu as des vertiges ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, juste fatiguée et courbaturée. Elle m'a remis une feuille d'instruction. Boire beaucoup, surveiller la couleur des urines et la fréquence des passages. Surtout éviter bain chaud et effort physique pendant 15 jours au minimum. Consultation de contrôle prévue dans 3 jours, le temps de s'assurer que tout rentre dans l'ordre. Elle a signé mon dossier et ajouté qu'une infirmière passerait retirer la perfusion et revoir les consignes avant mon départ. J'ai envoyé un message à Célestine pour lui dire que j'étais autorisée à sortir et elle m'a tout de suite répondu qu'elle m'attendait déjà sur le parking. L'infirmière n'est venue qu'une vingtaine de minutes plus tard. Elle a retiré la perfusion puis m'a expliqué quoi surveiller. Grosse fatigue, confusion, douleur dans la poitrine. Avant de me remettre une pochette avec tous mes papiers et de m'accompagner jusqu'à la sortie où Célestine était postée devant les portes automatiques. Elle m'a prise dans ses bras tout doucement, presque comme si elle craignait que je me brise, et j'ai failli fondre en larmes sur place. Elle a pris mon sac, s'est occupée de moi, a réglé le siège de sa voiture pour que je puisse m'étendre, puis on est parti. À peine étions-nous sur la route que les larmes ont coulé pour de bon. Elle n'a rien dit, elle a juste conduit en silence le temps que ça sorte. Après quelques rues, elle m'a pris la main, m'a lancé « Tu restes chez moi, pour le reste on verra ». J'ai simplement acquiescé, essuyant mon visage du revers de la manche, trop épuisée, trop reconnaissante pour protester, ou même m'inquiéter de la déranger. Une fois arrivée, elle m'a installée dans la chambre d'amis, avec des draps frais et pleins de coussins, puis elle m'a apporté de l'eau et des biscuits. Après un moment, j'ai fini par regarder mon téléphone. 6 messages d'Olivia, éparpillés sur la matinée, tous inquiets. Elle me demandait si j'allais bien, ce qu'avait dit le médecin, si j'avais besoin de quelque chose. À la lecture, ces petits cœurs dans ces messages m'ont retourné l'estomac. Toute cette sollicitude me paraissait dorénavant complètement fausse. J'ai fait une capture d'écran de chaque texto avant de répondre, les rangeant dans un dossier preuve. Ensuite, je lui ai envoyé un message bref pour lui dire que je récupérais et que je dormais chez une amie quelques jours. Elle a répondu à la minute. Encore des cœurs, soulagée que tout aille bien, me disant de la prévenir si besoin. J'ai posé mon portable face contre la table et fermé les yeux. Dans l'après-midi, il a sonné avec un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché d'un geste un peu nerveux. C'était une voix d'homme, calme, qui s'est présentée. L'inspecteur Raj Swain. Il m'appelait pour faire le point sur l'incident à la salle de sport. Il m'a demandé si je me sentais assez en forme pour donner un témoignage complet. On a pris rendez-vous pour le lendemain matin au commissariat. Il avait une façon posée, professionnelle de parler, m'a expliqué avoir déjà vu Alia et s'être déplacé à la salle de sport pour constater la scène. Que quelqu'un d'officiel soit aussi méthodique et prenne l'affaire au sérieux m'a rassurée. J'avais soudain moins l'impression d'être folle de soupçonner Olivia d'avoir tout planifié. Ce soir-là, Célestine m'a emmené récupérer mes affaires dans le casier de la salle. Dès le parking, mes mains se sont mises à trembler, et plus fort encore quand j'ai poussé la porte d'entrée. Un ruban jaune barré « Attention » scellait la porte du sauna tout au fond, et à sa vue, je suis restée figée. La petite vitre où je collais toujours la paume paraissait noircie, vide, et le souvenir de l'étouffement, la certitude que j'allais mourir m'a foudroyée au point de manquer d'air. Célestine m'a soutenue par le bras, m'a demandé si je voulais partir, mais j'ai secoué la tête et, sans un mot, j'ai rejoint les vestiaires. Louis Schaffer, le responsable, m'attendait devant mon casier. Dès qu'il m'a vu, il s'est confondu en excuses, répétant qu'il n'aurait jamais cru voir ça ici, qu'il ne cessait d'y penser et qu'il regrettait tout. Il n'arrêtait pas de me parler de sécurité, de nouveaux protocoles. Il disait qu'il avait déjà transmis tous les relevés de badge à la police. Je lui ai à peine murmuré un merci avant de récupérer mon sac, en vérifiant fébrilement que mes clés et mon portefeuille y étaient toujours. On est sortis sans traîner. Je n'ai même pas osé regarder une dernière fois le bâtiment, incapable de savoir si un jour j'oserais y remettre les pieds. Le lendemain, Célestine m'a déposé au commissariat. L'inspecteur Swain nous a accueillis dans un petit bureau avec un enregistreur posé devant nous. Je lui ai tout raconté depuis le début, le jour où Olivia et moi avions emménagé ensemble. J'ai déballé les petits harcèlements qui s'accumulaient, ma chambre utilisée sans me le dire, le sandwich moisi, la douche glacée. J'ai raconté son idée spontanée de m'inviter au sauna, son ton neutre, le moment précis où elle m'a lancé qu'elle devait partir rejoindre quelqu'un, que je n'aurais qu'à tirer la porte en sortant. Je lui ai expliqué la porte bloquée, la serrure arrachée, juste des trous de vis, et la chaleur qui montait encore et encore, bien après l'arrêt automatique. L'inspecteur Swain prenait des notes sur son carnet jaune. Il me posait plein de questions précises.
les horaires, les mots exacts d'Olivia, si j'avais noté par écrit les incidents précédents. J'ai avoué que non, parce qu'à chaque fois, sur le moment, tout semblait suffisamment insignifiant pour qu'on mette ça sur le compte d'un simple accident. Au fond, je voulais encore lui laisser le bénéfice du doute. Il a acquiescé doucement, en expliquant que c'était extrêmement fréquent dans les affaires de harcèlement, mais qu'à partir de maintenant, il valait mieux tout consigner. Au bout d'une heure, Alia est arrivée pour déposer sa déclaration officielle, et je l'ai laissée discuter avec l'inspecteur, en sortant prendre l'air. Quand elle est revenue, elle m'a serré vite dans ses bras, me glissant. J'ai tout expliqué pour la porte. J'ai dit qu'on voyait clairement qu'elle avait été trafiquée au moment où j'ai dû la forcer. Elle a aussi signalé que le thermostat clignotait un code d'erreur, ce qui semblait important. Je sentais que son témoignage pesait, qu'elle n'aurait jamais eu intérêt à exagérer, et ça m'a soulagée de la sentir de mon côté, à défendre la vérité au lieu de s'en éloigner. Plus tard, avachie sur le canapé de Célestine, mon téléphone s'est mis à vibrer, des notifications en cascade. Sur le groupe de l'immeuble, Olivia venait de poster qu'il y avait eu un problème technique à la salle de sport où elle travaillait, que sa coloc était restée coincée, mais que tout allait bien, rien de méchant. Juste un souci mécanique spectaculaire. Voir avec quel aplomb elle minimisait, présenter tout ça comme un simple accident alors que je savais qu'elle avait tout manigancé, ça m'a mise hors de moi. J'ai dû reposer mon portable. Plusieurs voisins prenaient de mes nouvelles, inquiets, pendant qu'elle tissait son histoire pour camoufler la réalité. J'ai montré les messages à Célestine en lui expliquant qu'il ne serait jamais question que je remette un pied dans cet appartement tant qu'Olivia y vivrait. Elle n'a pas hésité une seconde avant de me dire « Tu peux t'installer dans ma chambre d'amis aussi longtemps que tu veux ». On est allé direct à l'appartement, sachant qu'Olivia était au travail. J'ai fait vite, pris juste l'essentiel. Mes vêtements, mon ordi, tout ce qui comptait. J'ai coincé une chaise sous la poignée de ma porte, au cas où Olivia rentrerait plus tôt, même si elle ne devait finir que dans 3 heures. On a tout mis dans la voiture de Célestine et on est parti sans croiser Olivia. Mettre les pieds hors de cet immeuble, ça a été comme respirer à nouveau après des semaines d'apnée. Les 2 jours suivants, j'étais assise à la table de la cuisine de Célestine avec un carnet, à tout consigner noir sur blanc, chaque incident dont je me souvenais, l'utilisation de ma chambre pour ses affaires sans mon accord, les jours et heures où j'avais retrouvé des preuves, le sandwich moisi caché dans mon tiroir, la date où je l'ai découvert et pris en photo, la moisissure qui s'attaquait à mes vêtements, le sabotage de la douche, uniquement de l'eau froide chez moi alors que la sienne fonctionnait normalement. Pris séparément, ces faits pouvaient apparaître insignifiants, presque des accidents. Mais en les mettant bout à bout, avec toutes les dates et les détails, plus aucun doute n'était possible sur le schéma. Un jour où Olivia n'était pas là, je suis repassée à l'appartement pour photographier la douche coincée sur l'eau froide et les traces de moisissure, toujours là malgré le nettoyage. Rassembler ces preuves matérielles m'a vraiment aidée à me sentir moins folle, comme si je ne me faisais pas des films pour rien. J'ai appelé Ruth, notre propriétaire, pour lui raconter la situation et voir quelles étaient mes options. Elle a proposé une médiation, mais j'ai insisté. Ce n'est pas une simple embrouille de coloc à propos de vaisselle ou de bruit. Il s'agit d'un vrai souci de sécurité, la police enquête déjà. Elle m'a dit qu'elle attendrait le rapport de police avant d'envisager quoi que ce soit. Son ton distant m'a énervée. J'aurais voulu qu'elle comprenne l'urgence, mais au moins j'ai tout noté. La date, l'heure, ces mots. L'inspecteur Swain m'a appelé le lendemain pour me dire qu'il avait récupéré mon dossier médical et la conversation par texto où Olivia m'invitait au sauna. Il m'a demandé de lui transmettre tout message utile et je lui ai envoyé les captures de son message sur la panne du sauna dans le groupe et ceux, paniqués, qu'elle m'avait envoyés depuis l'hôpital. Rassembler ce dossier, ça m'a donné la sensation de reprendre un peu la main, même si je savais que ce serait long. 2 jours après, il me rappelle avec des infos sur les accès par badge au sauna. Olivia est d'abord entrée pour me faire rentrer, puis revenue 20 minutes plus tard, alors qu'elle avait dit partir à son rendez-vous. L'inspecteur me lance. C'est un élément clé. Ça montre bien qu'elle est revenue voir si son piège avait fonctionné. Comprendre qu'elle avait tout prémédité, qu'elle était revenue vérifier que j'étais toujours coincée alors que la température montait, ça m'a vraiment retourné l'estomac. Mais au moins, je savais que je ne me faisais pas d'idée. Ensuite, les documents d'entretien arrivent, et là, c'est encore pire. La veille, la serrure du sauna avait expressément été retirée, signalée comme une intervention sur la serrurerie, alors qu'il n'y avait pas de problème. Swain interroge l'agent d'entretien qui lui confirme que la demande a bien été faite dans le système, même si ça lui a paru étrange. Impossible de nier que tout avait été anticipé, j'ai dû m'asseoir en apprenant ça, j'en avais les jambes coupées. Elle avait tout monté au moins la veille, sûrement plus tôt encore. J'avais encore besoin de vêtements, alors je retourne à l'appart un soir où Olivia était censée être absente, mais je la croise dans le couloir. Elle me demande d'un air inquiet si je me sens mieux, avec un regard qui me glace. Je lui réponds que oui, en restant neutre, pour ne rien laisser paraître. Quand j'évoque la police, elle me traite de parano et prétend que le matériel tombe en panne, que c'est comme ça, pourquoi faire tout un drame? Je ne relève pas,
Comment discuter avec quelqu'un qui a failli me tuer? Je m'enferme. J'envoie un message à Célestine pour lui dire que je suis là mais pas rassurée, puis je prends mes affaires au plus vite. Une fois rentrée, comme la veille, je bloque la porte de ma chambre avec une chaise calée sous la poignée. Je prépare un sac prêt à partir. Papiers importants, médicaments, chargeurs, un peu de liquide au cas où il faudrait fuir. Je partage ma localisation en temps réel avec Célestine et j'installe une appli pour enregistrer le son, histoire d'avoir des preuves si besoin. Cette hypervigilance me vide, mais c'est devenu une question de survie face à quelqu'un qui a prémédité un assassinat. Je dors peu, le moindre bruit me réveille, même en sachant qu'Olivia n'a pas l'adresse de Célestine. 2 jours plus tard, alors que je prépare du thé dans la cuisine, la vapeur de la bouilloire me coupe le souffle. Tout se remet à tourner, je me revois dans ce sauna sans sortie possible. Mes mains tremblent, je tombe à genoux en cherchant mon air, respirant par à-coups. Célestine me découvre comme ça et m'emmène aux urgences. Le diagnostic tombe, crise de panique. Le médecin m'explique que la réaction est normale après ce genre d'événement, que mon cerveau me protège d'un danger même inexistant. J'ai honte de craquer pour si peu, mais il me rassure. C'est la suite logique du traumatisme. Le lendemain, je dépose officiellement plainte auprès du siège du club, en détail, sur ce qui s'est passé et le rôle d'Olivia. Leur réponse tombe sous 2 jours. Olivia est suspendue en attendant la suite de l'enquête. Louis, le responsable, m'appelle pour s'excuser et m'assurer que la situation est prise très au sérieux. Les mesures de sécurité sont déjà revues. J'ai l'impression de respirer un peu, que mes démarches portent enfin leurs fruits et ne tombent pas dans l'oubli administratif. Le détective Swain interroge Olivia au commissariat, puis me rappelle ensuite pour me tenir au courant. Elle affirme être partie après m'avoir laissé entrer dans le sauna et ne pas être revenue ce soir-là. Pourtant, quand il lui montre les relevés de son badge prouvant un second passage 20 minutes plus tard, elle improvise une explication. Elle aurait oublié quelque chose dans son casier et serait donc revenue. Son alibi ne tient pas vraiment la route, il est incohérent, mais il n'est pas pour autant impossible à défendre. Il m'explique qu'on doit avancer prudemment, rassembler les preuves une à une, car c'est l'intention qui reste la chose la plus délicate à établir devant un tribunal. On peut toujours prétendre à un accident ou une simple erreur, et il faut réussir à convaincre le jury au-delà de tout doute raisonnable. Je comprends sa logique, mais c'est difficile d'accepter que toutes ces manipulations et ces mensonges puissent ne pas suffire. Quelques jours plus tard, Swain me confie qu'une personne de mon immeuble l'a contacté. C'est une voisine, 2 étages en dessous, qui a remarqué la voiture d'Olivia sur le parking, très tard, aux mêmes dates que celle où ma chambre avait été utilisée sans autorisation et où le fameux sandwich était apparu dans mon tiroir. Elle s'était fait la réflexion, trouvant ça curieux qu'Olivia ait des allées et venues si tard alors qu'elle commençait tôt le matin. Ce n'est pas une preuve irréfutable, mais ça s'ajoute au faisceau d'indices, que Swain intègre soigneusement au dossier. Je commence à comprendre que la justice ne se construit pas sur un seul indice spectaculaire, mais bien à partir d'une accumulation de petits éléments qui, mis bout à bout, finissent par dessiner un tout cohérent. Le matin suivant, Swain visionne les images de vidéosurveillance du club et y repère un détail crucial. On y voit Olivia se diriger 2 fois vers les vestiaires ce soir-là, et le deuxième passage coïncide exactement avec l'heure d'utilisation de son badge. La caméra ne la capte que quelques secondes, mais sa démarche est vive, déterminée. Rien à voir avec quelqu'un qui aurait simplement laissé son portable ou ses clés derrière soi. Swain m'explique que cela prouve qu'elle en avait bel et bien l'opportunité, même si on ne peut pas déterminer précisément ce qu'elle y a fait. Je lui demande s'il existe des images tournées à l'intérieur des vestiaires, mais il m'indique que les caméras étaient en maintenance cette semaine-là, ce qui me paraît drôlement commode. 2 jours plus tard, alors que je repasse à l'appartement pendant le service d'Olivia pour récupérer quelques affaires, je repense au thermostat dont Swain avait parlé. Je le retrouve près du local technique du sauna, et j'observe que son couvercle présente de discrètes traces d'effraction, comme si on avait forcé à l'aide d'un tournevis. Je prends des photos nettes et datées de tous les côtés. Je les transmets immédiatement à Swain, qui me répond dans l'heure qu'il va demander au club de placer le matériel sous scellé. Ce sentiment d'agir plutôt que d'attendre me fait me sentir moins démunie. Cette nuit-là, alors que je suis chez Célestine, impossible de dormir. Je plonge dans les réglementations de sécurité dédiées aux saunas professionnels. Je découvre qu'ils sont tous censés disposer d'un arrêt automatique en cas de surchauffe, normalement autour de 90 degrés C, avec des systèmes de sécurité multiples pour précisément éviter qu'un tel accident ne se produise. Comprendre la technique éclaire tout. Il a fallu neutraliser ou modifier plusieurs protections pour rendre possible ce qu'on m'a fait subir. La préméditation saute aux yeux, étant donné la quantité de dispositifs qu'il a fallu contourner. Petit à petit, la compréhension prend le pas sur la peur qui ne me lâchait plus depuis mon passage à l'hôpital. L'après-midi, Célestine propose qu'on mette un peu d'ordre dans toutes les preuves et qu'on élabore une chronologie. On étale tout sur sa grande table et on classe chaque élément. Messages, historique de badge, comptes rendus médicaux, rapports de police, les photos des traces d'effraction,
témoignages, tout trouve sa place. Grâce à sa maîtrise de l'informatique, Célestine structure un système de sauvegarde sécurisé en ligne et établit un document principal regroupant tous les liens vers nos preuves. Avoir une vue d'ensemble rend le dossier bien plus solide et ma propre mémoire plus fiable, puisque je ne dois plus tout retenir seule. Je contacte un service d'aide juridique et prends rendez-vous pour parler d'une éventuelle ordonnance d'éloignement. L'avocate que je rencontre est d'une grande patience. Elle m'expose chaque étape des démarches administratives. Et quand il s'agit de raconter en détail ce qui s'est passé dans le sauna, je dois m'arrêter plusieurs fois pour reprendre mon souffle. Mettre par écrit que j'ai cru mourir ce jour-là me ramène brutalement à ce cauchemar. L'avocate m'explique qu'une ordonnance d'éloignement temporaire obligerait Olivia à rester à l'écart, le temps que l'enquête pénale suive son cours. Elle me précise qu'une audience aura lieu sous 15 jours et qu'il faut absolument réunir toutes les preuves possibles. 2 jours seulement après que j'ai déposé la requête, une alerte retentit sur mon téléphone via l'application de suivi électrique de l'appartement. L'électricité de ma chambre est coupée alors que je n'y habite plus. Je me rends sur place, trouve le disjoncteur de la chambre abaissé, photographie le tableau électrique et note tout, date et heure à l'appui. C'est un détail, certes, comparé à l'affaire du sauna, mais cela montre bien qu'Olivia continue de s'immiscer dans ma vie, de chercher à me perturber. J'ajoute les photos à mon dossier pour l'ordonnance et j'en envoie une copie à Swain. Une semaine après, Swain m'appelle avec des nouvelles. Il a obtenu le feu vert pour sauvegarder l'ensemble des vidéos de la salle de sport ainsi que tous les historiques de maintenance sur les 6 derniers mois. Il me prévient que cela va prendre un peu de temps, puisque l'accord du siège et la validation du service juridique sont nécessaires et que ces derniers ne sont pas réputés pour leur rapidité. Il me dit alors « Mieux vaut prendre le temps et tout faire dans les règles que de boucler un dossier à la va-vite qui risque d'être rejeté au tribunal. » J'essaie de garder patience, même si chaque journée me semble interminable et que je guette constamment mon téléphone. Le siège du club décide alors de suspendre officiellement Olivia dans l'attente des résultats de l'enquête. Dès ce jour, elle commence à publier sur les réseaux sociaux à propos de menteurs et de personnes qui inventent des histoires pour attirer l'attention. Même si elle n'ose pas me citer nommément, n'importe qui connaissant l'affaire comprendra aisément de qui il s'agit. Je capture chacune de ses publications et les transmets à Swain ainsi qu'à mon avocate. Ce qu'elle partage en ligne prouve qu'elle ressent la pression, ce qui, quelque part, est rassurant, mais cela m'inquiète aussi, car je ne sais pas jusqu'où elle serait capable d'aller sous le coup de la colère ou du désespoir. Le jour de l'audience, j'ai soigné mon apparence, déterminée à me présenter sous mon meilleur jour, crédible et préparée. Olivia arrive accompagnée de son avocat, qui soutient qu'il n'y a aucune menace réelle et que ce genre de problème technique, ça arrive à tout le monde. Mon avocate, elle, déroule minutieusement la chronologie des faits, présente tous les documents qu'on a rassemblés. Elle expose le schéma du harcèlement, les horaires de passage du badge, la déposition du témoin, les photos des effractions. Tout est organisé de façon à éclaircir l'enchaînement des événements. Le juge examine chaque élément, questionne scrupuleusement l'avocat d'Olivia sur la question du second badge et du verrou retiré. Après une 20aine de minutes de débat, il rend sa décision. Olivia doit désormais rester à au moins 100 mètres de moi et il lui est strictement interdit de prendre contact. Une ordonnance d'éloignement provisoire est prononcée. De l'autre côté de la salle, Olivia me fixe avec une intensité furieuse, mais sans mot dire. Un profond soulagement m'envahit à l'idée que la justice pose enfin une barrière tangible entre elle et moi, même si je sais que cela risque de l'exaspérer davantage, et je ne peux deviner ce qu'elle fera de cette colère. Le lendemain, alors que je trie des dossiers chez Célestine, Ruth m'appelle. Elle me dit « Avec l'ordonnance en place et l'enquête en cours, il vaudrait mieux qu'on prévoie ensemble de quitter l'appartement à la fin du bail, dans 2 mois. » Sa voix est douce mais ferme, et je comprends parfaitement même si c'est un nouveau bouleversement. Je lui réponds que c'est raisonnable et nous convenons que je partirai comme prévu, sans frais supplémentaires. Sitôt raccroché, je me lance dans la recherche d'un nouveau logement, écume les annonces de studios abordables en solo. Les prix m'arrachent une grimace, mais l'idée d'avoir enfin mon propre espace, où je serai la seule à avoir la clé, justifie cet effort financier. Je sélectionne 3 annonces et prends rendez-vous pour les visites du week-end suivant. Des démarches qui marquent le début de ma reconstruction. 3 jours plus tard, lors de mon rendez-vous de suivi médical, ma médecin épluche mes analyses. Mes reins fonctionnent normalement, un vrai soulagement, mais elle m'interroge sur mes symptômes. Je lui avoue la fatigue persistante, les palpitations et les vertiges qui reviennent dès qu'il fait trop chaud. Elle acquiesce. Après une exposition aussi grave, le corps met souvent des mois à s'en remettre. C'est tout à fait naturel. Elle rédige un mot à l'intention de mon employeur, recommande temporairement télétravail et horaires aménagés. Être protégé officiellement par un certificat médical allège un poids de culpabilité. On se fixe un nouveau rendez-vous dans 6 semaines et elle insiste, presque maternelle. Hydratez-vous, évitez toute source de chaleur, même les douches brûlantes et les journées de grand soleil. Le soir même,
Le commandant Swain me rappelle et fait monter mon rythme cardiaque en m'annonçant « Les registres d'emprunt d'outils du club montrent qu'Olivia a pris une mallette de maintenance l'après-midi précédant l'incident, pile au moment où la suppression du verrou a été enregistrée dans le système. » Je perçois dans sa voix une satisfaction contenue, car la chronologie relie Olivia directement aux faits. Ma colère devient plus vive à mesure que les preuves s'accumulent. Elle n'a pas seulement eu accès au sauna, elle s'est procuré les outils nécessaires la veille de mon invitation. Il n'y a plus aucun doute quant à la préméditation. Je le remercie, la main tremblante en notant chaque détail. 2 jours passent et Swain me rappelle, plus satisfait encore, l'informatique a pu restaurer une note de maintenance supprimée. La demande de retrait de la serrure est directement reliée au matricule d'Olivia. Quelqu'un a tenté de couvrir ses traces, mais tout est sauvegardé. L'heure précise correspond au moment où elle était en possession des outils. Swain précise, c'est un élément clé. Ça prouve qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal puisqu'elle a cherché à tout effacer. Un instant de satisfaction me traverse. Elle s'imaginait prudente, mais elle a laissé des traces partout. Swain conclut, je vais la convoquer à un nouvel interrogatoire avec ses preuves. Je te tiendrai au courant. L'appel suivant arrive tard. La voix de Swain fatiguée mais déterminée. Je viens d'interroger Olivia. Je l'ai confrontée à tout. Ses passages de badge, l'emprunt d'outils, la suppression de l'ordre, la manipulation du thermostat. Au bout d'1 heure, elle craque, reconnaît avoir enlevé le verrou et trafiqué le thermostat, tout en tentant d'expliquer qu'il s'agissait d'un test de résistance, une expérience qui aurait mal tourné. Elle prétend n'avoir jamais voulu me blesser, affirme qu'elle comptait revenir me libérer. Sa tentative de transformer une tentative de meurtre en simple plaisanterie me donne littéralement la nausée. Le commandant Swain m'explique que son récit ne tient pas. Après être entrée dans le sauna, elle a quitté l'immeuble. Sa sortie du parking en atteste. Rien ne laisse penser qu'elle comptait revenir. Tout indique un piège réfléchi avant de s'éclipser. Je le remercie, puis je m'isole dans la chambre d'amis de Célestine, partagée entre le soulagement de voir la vérité reconnue et un profond sentiment de dégoût. Célestine finit par me retrouver et je lui raconte la confession d'Olivia. Sa réaction ne tarde pas. « Tu dois quitter l'appart immédiatement. Il n'est pas question d'attendre la fin du bail. » Je tente de temporiser, arguant que je peux éviter Olivia 8 semaines encore, mais elle coupe net. L'ordonnance d'éloignement n'a de valeur que si elle la respecte. Or, on sait désormais jusqu'où elle est prête à aller. Je capitule et accepte son aide. Elle prévient Ruth et coordonne le retrait de mes affaires sous escorte policière, ce que Ruth accepte aussitôt. Nous fixons la date dans 2 jours, quand un agent sera disponible. L'idée de retourner là-bas me serre l'estomac, mais la présence d'un policier et de Célestine me rassure. Le samedi matin, sous un ciel gris, l'agent nous attend devant l'immeuble. Il est d'une grande maîtrise, nous explique calmement qu'il veillera à ce qu'Olivia ne s'approche pas pendant que je rassemble mes affaires. Nous montons tous ensemble et il frappe à la porte de l'appartement pour prévenir Olivia, l'informant que je viens récupérer mes affaires en présence de la police. Je l'entends répondre, mais je ne saisis pas ce qu'elle dit. L'agent me fait un signe. J'ouvre la porte avec ma clé et me dirige sans attendre vers ma chambre, pendant qu'il reste dans le couloir. Je boucle mes valises en vitesse, emportant seulement ce qui m'appartient et laissant tout ce qui pourrait prêter à confusion ou qui est à usage commun. Célestine me donne un coup de main avec les cartons et en moins d'1h30, tout est parti dans le coffre de sa voiture. Je pose mes clés sur le comptoir de la cuisine et je quitte l'appartement sans jeter un regard à la porte de la chambre d'Olivia, restée fermée. L'agent redescend avec nous et attend que nous soyons bien partis. Sortir enfin avec mon dernier carton me donne le sentiment concret de tourner la page et je ressens une profonde gratitude pour cette protection juridique qui m'a permis de partir sans incident. La semaine d'après, le détective Swain m'appelle. Le procureur est en train d'examiner tout le dossier et réfléchit au chef d'inculpation. Il m'explique qu'il doit choisir entre mise en danger délibérée d'autrui et tentative d'agression. L'obstacle principal étant de prouver l'intention pour les infractions les plus lourdes. La mise en danger est à portée de main. Il suffit de démontrer qu'elle a créé un vrai risque de blessure, alors que la tentative d'agression suppose de montrer clairement qu'elle voulait me nuire. J'écoute Swain en détailler la réalité judiciaire, faite de compromis entre ce qui s'est vraiment passé et ce que l'on peut prouver sans laisser de place au doute devant un jury. Cette nuance me pèse, car je sais au fond de moi qu'elle voulait me nuire, mais je comprends que la justice doit convaincre 12 personnes qui ne me connaissent pas. Il me précise que la décision sera prise rapidement et qu'il me tiendra au courant. 3 jours plus tard, mon téléphone se met à vibrer. Message d'Olivia. La boule au ventre, je l'ouvre. Elle y parle de chronométrer la panique de quelqu'un, d'observer la montée en température et souhaite que le test soit concluant. Je le relis 2 fois avant de réaliser, ahuri, qu'il ne m'était visiblement pas destiné. Manifestement, elle s'est trompée de destinataire. Les mains tremblantes, je prends aussitôt une capture d'écran avec la date que j'envoie au détective Swain et à mon avocate, accompagnée d'un mot d'explication. Ces mots à elle, dans lesquels elle admet qu'elle surveillait mon anxiété,
constitue probablement la preuve la plus directe de ses intentions. Elle se rend compte de sa gaffe en quelques minutes et m'inonde alors de messages, prétextant un piratage de son téléphone et niant être l'auteur du message. Mais le mal est fait, et sa panique trahit encore davantage sa culpabilité. Je ne réponds à rien, laissant à mon avocate et au détective Swain le soin de gérer la suite. Ce texto envoyé par erreur change totalement la donne, et dès le lendemain, Swain m'informe que le parquet lance la procédure. Compte tenu de toutes les preuves réunies, y compris les textos d'Olivia sur ma panique et sur sa surveillance des températures, elle est poursuivie pour mise en danger d'autrui et sabotage aggravé d'équipements de sécurité. Cette deuxième accusation est un crime, puisqu'elle a intentionnellement désactivé un dispositif de sécurité, mettant sérieusement en péril la vie d'autrui. Il me détaille la suite. Elle sera arrêtée sous 1 à 2 jours, puis relâchée sous caution, à condition de respecter l'ordonnance d'éloignement et de démissionner immédiatement de la salle de sport. Un certain soulagement m'envahit, même si je sais très bien que ce n'est qu'un début dans une procédure qui pourra s'étirer sur des mois. L'arrestation donne du poids à l'affaire, mais le procès reste à venir, et à force d'écouter Swain, j'ai compris que cela peut traîner longtemps avant qu'une audience ait lieu. Malgré tout, savoir que la justice se met vraiment en marche me donne enfin l'impression d'avancer, comme si le système commençait à réparer ce que j'ai subi. 3 jours après, je me retrouve en entretien RH dans une petite salle avec ma manager et la directrice des ressources humaines. J'apporte les papiers de sortie d'hôpital, le certificat médical attestant ma sensibilité à la chaleur et à la fatigue, ainsi qu'une copie de l'ordonnance d'éloignement. Elles examinent chaque document très sérieusement, puis me demandent quels aménagements pourraient m'aider à rester performant. J'explique qu'il me faudrait des horaires d'arrivée plus souples, vu que mon sommeil est très irrégulier, et la possibilité de télétravailler les jours où je me sens submergée. Elles acceptent les 2 mesures pour le mois à venir et prévoient de faire le point ensuite. Ma manager insiste sur la qualité de mon travail et leur vraie volonté de me soutenir. Ça me rassure énormément, et c'est la première fois depuis longtemps que je me dis que tout ne tourne pas seulement autour de ce qu'Olivia m'a fait. Savoir que j'ai ce soutien officiel du travail m'aide à compartimenter la crise, à éviter qu'elle n'envahisse tout le reste. Ruth m'appelle le lendemain après-midi. Elle a vérifié l'ordonnance d'éloignement et les chefs retenus, et m'annonce qu'elle me libère entièrement des pénalités pour départ anticipé du logement, considérant que la menace avérée sur ma sécurité justifie une résiliation sans frais. Je passe signer les documents. Elle me souhaite bon courage, ajoutant qu'elle fera bien plus attention dorénavant dans le choix des locataires. C'est un soulagement immédiat sur le plan financier, moi qui craignais de devoir ajouter des frais de rupture de bail à tous les autres coûts. Savoir que cet argent pourra servir de caution pour un nouveau logement, plutôt que de payer pour quitter un endroit dangereux, me donne au moins l'impression que ce point-là est réglé. Ruth paraît vraiment soucieuse, et s'excuse même de ne pas avoir compris plus tôt le problème de harcèlement, ce que j'apprécie, même si ça ne change rien à ce qui s'est passé. Louis, de la salle de sport, m'envoie un mail. Il me demande si j'accepterais de les aider à concevoir de nouveaux protocoles de sécurité. Il explique qu'ils envisagent d'installer des boutons d'alarme dans chaque pièce fermée, de rendre le binomage obligatoire pour tout accès hors des horaires d'ouverture et de limiter les réglages des appareils de chauffage pour empêcher toute manipulation. Cette lecture me bouleverse, car je n'ai vraiment pas envie de mettre les pieds là-bas, mais en même temps, je ne veux surtout pas que quelqu'un vive la même chose que moi. Je finis donc par accepter un rendez-vous, parce qu'éviter que ça recommence est plus important que mon malaise. On se donne rendez-vous la semaine suivante, dans un café loin de la salle de sport, et je suis soulagée qu'il ne me demande pas d'y retourner. Ma juriste de l'aide juridictionnelle m'appelle pour me dire que l'avocat d'Olivia souhaite négocier un accord de plaidé coupable. Il propose qu'Olivia reconnaisse sa culpabilité pour mise en danger par imprudence, un simple délit, et accepte 2 ans de probation, ainsi qu'un suivi psychologique obligatoire, en échange de l'abandon de la poursuite pour dégradation criminelle. Ma juriste m'explique que cela implique des conséquences certaines, contrairement à un procès où le jury pourrait l'acquitter sur le chef d'accusation principal. Je lui demande ce qu'il se passerait en cas de procès perdu, et elle admet qu'Olivia pourrait très bien s'en tirer sans rien. Cette réalité de la justice me frustre, car je sais qu'Olivia a voulu me nuire, mais prouver ses intentions devant 12 inconnus est une autre affaire que d'en être soi-même persuadé. Je lui dis que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Elle m'encourage à prendre quelques jours, mais précise que l'offre ne restera pas indéfiniment. Je retrouve Célestine au restaurant et lui expose la situation. Elle écoute tout, puis me demande franchement ce que j'attends vraiment de cette histoire. Je prends conscience que ce que je souhaite, c'est qu'Olivia assume ses actes et obtienne de l'aide pour éviter de recommencer, pas forcément qu'elle finisse en prison. Célestine souligne que la probation avec obligation de suivi psychologique permet d'atteindre cela, alors que le procès pourrait tout faire capoter. Le lendemain, ma juriste me rappelle et je lui confirme ma décision d'accepter la proposition. Elle m'annonce que la sentence sera prononcée dans 2 semaines et que je pourrai, si je le veux, faire une déclaration d'impact. Les jours suivants, je m'applique à rédiger et peaufiner ce texte.
cherchant à décrire ma peur et mon traumatisme sans tomber ni dans l'emphase ni dans le ressentiment. Le jour de l'audience, la salle est exiguë. Il n'y a que le juge, les avocats, Olivia et quelques témoins. Je m'installe au premier rang, les mains tremblantes quand vient mon tour de lire ma déclaration. J'évoque la terreur d'avoir été enfermée tandis que la chaleur montait, les blessures qui m'ont envoyée à l'hôpital, la trahison d'une personne de mon quotidien qui a sciemment mis ma vie en danger. Ma voix flanche parfois, mais je parviens à finir sans pleurer, en parlant de l'angoisse persistante à l'idée de la chaleur et des lieux clos, et de la montée progressive du harcèlement. Je reste sous la barre des 2 minutes, comme me l'a conseillé ma juriste, puis regagne ma place sans croiser le regard d'Olivia. Le juge me remercie et se tourne vers Olivia pour lui demander si elle veut ajouter quelque chose. Elle s'excuse brièvement, avec une voix qui sonne tout sauf sincère. Le juge homologue l'accord et la condamne à 2 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général, une obligation de gestion de la colère et de thérapie, ainsi que la prolongation de l'ordonnance d'éloignement pour toute la durée de la probation. Il insiste qu'au moindre faux pas, ce sera immédiatement la prison et l'annulation de l'accord. Ce n'est pas la détention, mais ce sont de vraies conséquences et un accompagnement imposé. Je sors du tribunal avec une forme d'apaisement, un peu amer certes, mais convaincue d'avoir obtenu tout ce que la justice pouvait apporter dans cette situation. Célestine m'attend dehors, et on s'assoit longtemps sur un banc, silencieuse, le temps de réaliser que cette étape est bouclée, même si la reconstruction, elle, ne fait que commencer. Au fil des semaines, certains amis s'éloignent, gênés par toute cette histoire ou incertains de ce qu'ils doivent croire, malgré la condamnation. D'autres prennent le temps de me recontacter pour s'excuser de n'avoir jamais pris au sérieux le harcèlement, ayant cru à des histoires de colocation tendues. J'apprends à être plus sélective dans mes relations et à apprécier profondément celles et ceux qui sont restés quand il le fallait. Célestine a toujours été à mes côtés, Alia est venue témoigner alors qu'on se connaissait à peine, et d'autres ont régulièrement pris de mes nouvelles. C'est sur ces liens-là que je concentre désormais mon énergie, et j'accepte sans amertume que d'autres s'estompent d'eux-mêmes. Je m'installe dans mon nouveau studio le premier week-end du mois suivant. C'est un petit espace, mais c'est mon chez-moi, et je passe la première semaine à poser de bonnes serrures, à installer une caméra au niveau de la porte et des alarmes. Ce ne sont pas des précautions excessives, elles sont nécessaires, et je m'efforce d'instaurer des routines qui rendent l'endroit prévisible et rassurant. Préparer le dîner dans ma propre cuisine, sans redouter de sabotage ni de tension, m'apparaît comme une petite victoire au quotidien. J'optimise mon aménagement pour profiter au maximum de la lumière naturelle et garder un œil sur les 2 accès. Cette autonomie, après des mois à composer avec l'hostilité d'autrui, vaut tout l'or du monde. Je commence une thérapie hebdomadaire avec Suzanne, qui est se spécialiser dans les traumatismes. Elle me donne des outils concrets pour faire face aux déclencheurs et à l'anxiété, comme des techniques d'ancrage quand la vapeur ou la chaleur ravivent des souvenirs. On travaille à faire la part des choses entre réels dangers et peurs ressenties, et elle me rappelle sans relâche que la guérison n'est jamais une ligne droite. Il y a des jours où je me sens forte, d'autres où un simple bruit de radiateur suffit à me faire paniquer. Suzanne m'aide à mesurer les progrès semaine après semaine, et ce soutien professionnel rend les pires moments supportables. Nous abordons également l'affirmation de soi et la capacité à repérer les signaux d'alerte dans les relations, des aptitudes qui m'auraient sans doute évité bien des soucis. Alia m'envoie un petit message pour prendre de mes nouvelles, et on se donne rendez-vous pour un café près de la salle de sport. Je la remercie vraiment de m'avoir sauvé la vie. Elle me répond qu'elle n'a fait que ce que tout le monde aurait dû faire. Mais au fond, on sait toutes les deux qu'il n'en est rien. Beaucoup auraient passé leur chemin, ou se seraient dit que la porte était simplement fermée. Sa curiosité, son intervention puis son témoignage ont tout changé. Je lui dis qu'elle a été mon héroïne. Elle se sent un peu gênée mais accepte ma gratitude. On passe 1 heure à discuter boulot et nouvel appart. Une conversation simple qui fait du bien par sa banalité. Alia m'explique qu'elle est devenue plus attentive à tout vérifier dans son travail depuis cette nuit-là, et je suis contente de l'idée que, grâce à cette expérience, elle en ait tiré du positif elle aussi. 3 mois après ce qui s'est passé, une grande enveloppe bien épaisse du service de probation, couverte de tampons officiels, arrive à la maison. Je l'ouvre sur la table de la cuisine de Célestine et j'en sors le rapport de conformité. Il atteste qu'Olivia a assisté à toutes les séances de soutien obligatoire, déjà effectué 40 heures de travaux d'intérêt général et respecté sans faute l'interdiction de contact. L'agent de probation souligne qu'elle suit scrupuleusement toutes les conditions et recommande de maintenir l'ordonnance d'éloignement sur la durée complète de 2 ans. Je parcours le document 2 fois. Je vérifie les dates et les signatures et je sens la tension retomber, juste un peu. Savoir que tout est encadré officiellement et que le moindre faux pas aurait de vraies conséquences, ça suffit à alléger, au moins en partie, ma surveillance constante. Je glisse le rapport dans mon dossier qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, puis j'envoie à Célestine une photo, avec le message « Toujours en règle ». Elle répond par un emoji pouce en l'air et me rappelle « C'est ça, la responsabilité, imparfaite,
mais authentique. Les semaines suivantes, le boulot reprend son rythme d'avant. Je retrouve mes horaires habituels et ma chef me confie la refonte d'un petit site web. Rien de spectaculaire, mais c'est suffisant pour regagner un peu confiance sans me mettre la pression, et je la remercie intérieurement d'avoir su viser juste. Elle me demande de mes nouvelles tous les 2 ou 3 jours, un message rapide pour savoir si tout va bien, sans jamais me coller ni me traiter comme une bombe à retardement. Cet équilibre me convient parfaitement. J'avance bien, je rends mon travail dans les temps, et je retrouve ma place aux réunions, cette fois sans cette fatigue poisseuse qui me suivait partout depuis des mois. Côté finance, ça s'améliore lentement, même si les factures médicales ne cessent pas d'arriver. J'ai mis en place un échéancier avec l'hôpital pour étaler la dette sur 18 mois. C'est serré avec le loyer et les charges, mais ça reste tenable, et voir le montant baisser petit à petit m'aide à respirer. J'apprends à poser des limites claires dans toutes mes relations, que ce soit en ligne ou en face à face. Lorsqu'un collègue se montre trop curieux à propos de l'incident, je coupe court, je préfère ne pas en parler, puis je passe à autre chose, sans la moindre gêne. Un ancien du groupe d'amis de l'immeuble tente de reprendre contact après des mois de silence. Je réponds poliment, mais sans me justifier. J'ai un plan d'urgence prêt, mais je n'en fais plus une obsession. Les papiers importants sont rangés à portée de main, Célestine garde un double de mes clés, et j'ai enregistré le numéro de l'inspecteur Swain dans mon téléphone, sous DS. Cette vigilance m'aide à reprendre le contrôle de ma vie. Ce n'est plus de la peur irrépressible, et je commence à percevoir la différence entre une prudence saine et la peur qui dicte tous mes faits et gestes. Avec Suzanne, ma thérapeute, on travaille précisément là-dessus. Elle me demande si mes mesures de sécurité m'aident réellement ou si, au fond, elles n'entretiennent pas plutôt mon anxiété, et j'apprends peu à peu à faire la part des choses. Un soir, en passant devant une salle de sport sur le chemin pour retrouver Célestine, je suis saisie par la bouffée d'air chaud de l'entrée. Mon cœur s'emballe. Je m'arrête, j'observe ce qui se passe en moi sans m'autocritiquer. J'inspire doucement, comme Suzanne me l'a appris. Mon rythme cardiaque finit par revenir à la normale, et je décide de continuer vers le café 2 rues plus loin, au lieu de traverser pour éviter le bâtiment. La peur est là, toujours tapie, mais elle n'a plus le dernier mot, et je suis fière de retrouver un bout de vie ordinaire. Une fois à l'intérieur, Célestine me fait signe du fond de la salle, je m'installe en face d'elle, je commande mon habituel, et je me laisse embarquer par notre discussion tranquille sur son nouveau projet. La salle de sport s'efface à l'arrière-plan, simple détail dans le décor urbain, et c'est précisément ce genre de victoire que je prends enfin le temps d'apprécier.